Il y a, on nous signale qu'il y a l'enregistrement est en cours, je vais vous en dire deux mots. Il y a environ un mois, nous avons traité du prix du bois qui s'envole et ses conséquences environnementales et économiques, tant en Suisse qu'à l'étranger et en Europe en particulier. Nous nous sommes rendus compte que les conséquences n'étaient pas exactement les mêmes en Suisse qu'en Europe et qu'elles étaient moins lourdes dans notre pays que dans ceux qui nous entourent. La pression sur le marché provient essentiellement des États-Unis et de la Chine. Cela a des conséquences qui sont assez graves dans la mesure où on peut manquer de ce matériau, on peut compromettre la réalisation de certains projets et ces augmentations ont des effets parfois qui compromettent également certaines réalisations. Par contre, en même temps, tout à l'heure, en aparté, on en reparlait avec M. Zurcher, quand on a eu les rencontres Wood-Rice en 2019, on constatait que quelque chose devait se faire pour que le prix du bois soit plus décent, qu'il soit plus respecté et qu'il était insuffisant pour que nous puissions exploiter nos forêts normalement. Après avoir suivi ce débat il y a un mois, il était important que nous poursuivions notre réflexion. Quid du potentiel de la forêt suisse? Que peut-elle apporter? Dans quelle mesure peut-elle répondre à nos attentes tout en préservant la gestion rigoureuse et exemplaire qui est connue, reconnue sur le plan international? La question est essentielle. Elle est complétée de l'analyse de notre potentiel de transformation industrielle. Et là, on a vu que pas seulement la Suisse, mais les pays voisins n'étaient pas à la hauteur en termes d'équipement, ce qui oblige de faire partir du bois de l'autre côté du monde. Et c'est une des composantes qui nous interpelle lourdement. Pour aborder ce sujet, qui pouvait mieux le faire au niveau national que le chef du service des forêts de l'Office fédéral, membre de la direction de l'Office fédéral de l'environnement, Michael Reinhardt, que je remercie d'avoir fait ce qu'il fallait pour qu'on maintienne le même jour. Alors, bien entendu, toutes les personnes qui étaient déjà inscrites n'ont pas pu adapter précisément leur horaire, mais comme Julien Boucher, qui est responsable de la technique pour nos événements de ce type-là, l'a dit tout à l'heure, nous enregistrons, comme nous l'avions fait il y a un mois, nous enregistrons complètement cette table ronde, si bien que ces personnes pourront suivre, comme d'autres d'ailleurs, pourront suivre cet événement. Et la dernière fois, on s'est rendu compte, en tous les cas, que l'enregistrement avait un succès qui était vraiment nécessaire. Ça montrait, enfin, les gens apprécient cette souplesse. Alors, merci, M. Reinhardt, parce que je sais quelles sont les raisons très personnelles qui vous plaçaient dans cette difficulté. Et je remercie infiniment d'avoir eu cette souplesse. Je remercie également les autres intervenants que je présenterai tout à l'heure. Et M. Reinhardt, vous prenez la parole pour nous dire ce que cette forêt suisse, pour laquelle on est aux petits soins en général, mais la nature parfois se rebelle, cette forêt suisse, que peut-elle apporter dans la situation dans laquelle nous sommes? Vous avez la parole. Les personnes pour qui ce n'est pas un inconvénient d'ouvrir les caméras, c'est plus agréable de se voir et puis autrement on respecte, peut-être tout le monde ne peut pas le faire, mais voilà. Monsieur Reinhardt. Voilà, merci beaucoup Monsieur Hegyi pour cette introduction. J'espère qu'on m'entende. Ça marche Oui. comme ça au niveau du son, parfait. J'ai partagé mon écran, je ne sais pas si on le voit aussi. J'ai préparé 2-3 petits éléments ici de réflexion. Je ne vais peut-être pas faire toute la présentation dans le moindre détail aujourd'hui, mais l'idée, c'est effectivement d'un peu lancer le débat, la discussion. Vous l'avez dit, le prix du bois, c'est une chose, mais finalement, de savoir qu'est-ce que la forêt va nous livrer à l'avenir est toute une autre question. La question de savoir quels impacts ce réchauffement climatique va avoir sur la forêt suisse, respectivement, quels sont les symptômes un peu de ce réchauffement, et d'amener aussi la réflexion peut-être plus largement, parce que le climat, c'est une chose, mais les stress que subit la forêt suisse et respectivement la production de biomasse sont multiples. Et je vais y venir tout à l'heure parce que je pense que c'est important que quand on a des attentes face à cette forêt, qu'on veut un produit qui sort de cette forêt, qui soit un beau produit, un produit noble comme il a toujours été, qu'on puisse continuer de le maintenir, mais en sachant qu'il va changer et que les changements s'opèrent dans ce cadre-là.
Dans ce sens-là, je vous présente deux, trois pistes de réflexion, des trends et des extrêmes, un peu des constats que je tire de cette situation. Quels sont les défis? Quelles sont les approches possibles, sans vouloir être exhaustif, mais l'idée est effectivement de nourrir un peu la discussion et le débat de cette table ronde pour ensuite passer à la discussion. Pour ce premier point, je vous amène d'abord des images ou des graphiques qui sont très connus, qui ressortent de la recherche, du programme de recherche forêt et changement climatique que la Confédération a lancé il y a quelques années entre l'OFEV et l'Office fédéral, entre l'OFEV, donc l'Office fédéral de l'environnement, et l'Institut fédéral des recherches sur la forêt, la neige et le paysage, le WSL, qui montre ici des cartes très intéressantes, je pense, par rapport à la répartition des essences majeures en Suisse. Vous voyez la répartition ici de l'épicéa pour la période 61-90, qui était la période de référence, selon l'IPCC, pour les questions de réchauffement climatique, aussi pour le protocole de Kyoto. Et vous voyez la répartition, on parle ici d'un trend, donc les endroits où l'épicéa pousse bien, il se sent à l'aise et où on peut l'avoir naturellement. Donc naturellement, je ne dis pas qu'il a été posé là naturellement, mais où il se sent en tout cas bien dans son optimum. Si on regarde les deux types de scénarios qu'on considère, le scénario qu'on va dire un peu optimiste, qui parle d'un réchauffement à l'horizon 80 de plus 3 degrés, ce sont les scénarios aussi repris par l'IPCC, on voit déjà une aire de répartition qui part vraiment sur les sommets du Jura, une aire de répartition qui part dans les préalpes surtout et en partie les Alpes. Si je prends le scénario le plus pessimiste, celui de plus de 6 degrés, on voit que l'endroit, l'optimum, on va dire, pour l'épicéa ne sera même plus atteint sur les crêtes du Jura et qu'on se retrouve retranché à ce niveau-là dans un réduit national, j'ai envie de dire, au niveau des Préalpes et des Alpes. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on n'aura plus d'épicéa sur le plateau ou dans le Jura, loin de là, mais il faut être conscient que on va devoir travailler avec cette donnée-là. Les conditions ne seront plus données. Donc, pour avoir de l'épicéa à cet endroit-là, il va falloir travailler pour le maintenir. Je reviens ici sur une répartition un peu identique sur la répartition actuelle du hêtre, cette fois-ci, qui est l'essentielle essence de feuillus en Suisse, essentiellement posée en basse altitude sur le plateau et sur le Jura. Et puis, j'en arrive sur cette aire de répartition, sans parler ici de température, mais on est sur le modèle A1B. Donc, on repart ici sur quelque chose et on voit cette, j'ai presque envie de dire, disparition a priori de l'optimum sur le plateau et on se retranche sur le Jura et les Préalpes. Donc, on arrive sur quelque chose de très similaire à cette première optimum pour l'épicéa. J'en arrive encore aux chênes rouvres ici, qu'on retrouve surtout sur le pied sud du Jura, pied nord aussi du Jura, plateau, plutôt réparti sur l'arc lémanique et le bassin genevois, d'après cette répartition, ce qui nous intéresse aussi ici. On reprend ces scénarios. Le scénario optimiste, on voit que il se répartit aussi dans l'optimum davantage encore sur ce plateau et le Jura. Et ensuite, il montrait même en altitude pour le scénario le plus pessimiste. Donc, juste un peu des idées de trend, dans quelle direction ça peut aller. Je dis bien ça peut aller parce que bien sûr, la main de l'homme va toujours encore, comment dire, sculpter ces forêts, va les rendre telles ou va amener l'aspect tel qu'on les connaît ou connaîtra. Je fais une petite excursion encore. J'ai parlé de trend, donc c'est un peu le ténor, c'est la base qui va changer. Mais nos forêts ne vont pas simplement réagir, ne doivent pas simplement être adaptées à ces trends. On a aussi les extrêmes qui arrivent, et je prends ici pour illustrer l'année 2018, avec en début d'année cette tempête Burglind qui a beaucoup fait parler d'elle, surtout sur l'arc jurassien, en partie sur le plateau, avec des images ici qui viennent de forêts suisses, des images assez parlantes dans les peuplements ici qui touchent beaucoup le foillard ici pour cette zone du Jura. Mais à la fin de l'année, on a aussi à l'est de la Suisse une autre tempête qui arrive, c'est la tempête Vaya, qui a créé aussi des gros dégâts, surtout dans le Tyrol du Sud, donc vraiment collé dans la région des Grisons, avec aussi là beaucoup de chablis, beaucoup de bois qui a dû être coupé, et puis effectivement des marchés qui sont vite saturés par ce bois qui doit être pris pour des questions phytosanitaires.
Et là, au milieu, entre ces 2 tempêtes, ben, qu'est-ce qui se passe? On a ces périodes de sécheresse et puis on voit ici des images dans la région de Bâle où on voit effectivement le foillard, le hêtre qui souffre de cette sécheresse malgré un système de racines, hein, qui puis lui permet de puiser assez en profondeur où on voit que, cette eau a manqué. C'est des types de sécheresses aussi particulières qui s'installent. On a entre ces sécheresses de fond qu'on peut avoir, comme une typique année 2003, hein, et puis une sécheresse aussi caniculaire, où on a aussi l'effet de la température qui vient encore stresser davantage ces arbres. On a des effets très particuliers qui viennent s'enregistrer ou qui viennent s'additionner sur ces trends, hein, dont je parlais tout à l'heure, ces ténors. Euh, Petite parenthèse encore aussi, des situations aussi propices avec du matériel sec ou séchard qui se trouve en forêt pour, pas le déclenchement, mais bien sûr pour un potentiel d'avoir des feux beaucoup plus intenses qui pourraient aussi apporter plus de dégâts dans nos forêts. Lien sécheresse et tempête, il est très connu. Je vous amène ici un graphique qui est connu de l'année passée, de Waldschutz-Schweiz, donc le service phytosanitaire, si vous voulez, au sein de l'Institut fédéral WSL, qui tient cette statistique aussi pour nous, et où on voit qu'en 2019, on atteint les sommets, on va dire, les plus hauts, après l'Otar et la sécheresse de 2003. Donc, on a un trend qui monte et les informations que nous avons ou que nous avons eues par rapport à l'année passée montre qu'on est encore dans une zone ou dans une période où on est encore dans des fluctuations très élevées au niveau national. Bien sûr, avec des différenciations et des nuances régionales, toujours. Voilà, ça c'est pour le climat. J'en viens encore rapidement à ces questions de déposition d'azote aussi, qu'il faut aussi considérer ici, parce que effectivement, si on a une acidification du sol, on a aussi des arbres qui sont moins vitaux, qui ne réussissent moins à réagir, surtout en cas de sécheresse. Et on a ici un lien très clair entre cette acidification des sols, respectivement les dépositions d'azote, et puis les sécheresses. Sur ce graphique, vous voyez, c'est les chiffres qu'on a. Ils vont être actualisés puisqu'on a ces actualisations qui se font sur ces seuils critiques en phase de 10 ans. Et puis, on peut dire qu'en gros, on a déjà des effets à partir de 0 à 5, euh, euh, comment dire, de critical load de 5 kg par hectare d'azote, hein, par année. Et puis, on voit que la Suisse, le niveau critique, le seuil critique est déposé à 25 pour vraiment avoir des problèmes de réversibilité. Et vous voyez que vraiment dans les préalpes et dans le plateau, on est déjà bien au-delà de ces seuils. Donc, on a un gros problème qui se dessine ici en conjonction donc, avec ce réchauffement climatique. C'est donc effectivement la vitalité des arbres qui vont ne plus croître de la même manière et qui vont amener aussi de ce point de vue-là des qualités différentes. Le dernier point encore que je voulais amener ici, c'est la globalisation. La globalisation qui amène effectivement aussi des organismes nuisibles d'un endroit à l'autre, qui vont aussi avoir des impacts non seulement sur la consommation, mais aussi sur ce que la forêt va pouvoir produire ou sa production de biomasse de base dès lors qu'elle peut être affectée par non seulement des insectes, hein, comme on connaît très bien le capricorne asiatique, mais si je regarde un peu ce qui se passe avec des nématodes sur l'île de Madère, par exemple, ou dans les régions du Portugal, très vite, on peut aussi avoir des problématiques qui se posent ici sur les conifères si les mesures ne sont pas prises. Donc, vous voyez que la pression est grande, elle est grandissante. Et puis, ce que j'aimerais amener ici dans cette réflexion, c'est un peu ce que j'ai voulu signifier avec ces éléments verts sur ce graphique. Nous, pour nous adapter aux changements globaux, on doit vraiment amener une réflexion intégrée, intégrante et qui réfléchit en différentes temporalités. Les trends à long terme, les effets en dents de scie, c'est cette variabilité, et puis les effets de superposition, c'est ces effets cumulés. Je ne vais pas partir dans le détail, mais j'aimerais juste rappeler qu'effectivement, ces extrêmes vont effectivement amener une modification de la composition des essences d'arbres, donc les essences forestières. On ne va plus avoir le même panier, j'ai envie de dire, qui va sortir de la forêt et qui sera utilisable pour les différentes industries qui en dépendent. Ça, c'est un fait. Ce changement, il est déjà amorcé, donc on doit vraiment le considérer. Cette modification aura une influence non seulement sur
les essences en soi, mais aussi sur la quantité et la qualité de ces essences. Si je prends pour exemple les forêts de hêtres que j'ai visitées dans le canton du Jura, par exemple, en Ajoie, on voit qu'une partie, si on coupe un de ces hêtres, on peut voir qu'une partie, on peut l'utiliser de manière comme bois d'œuvre en fait, hein, mais on n'est de loin pas dans l'ensemble de cet arbre. Une autre partie sera utilisée pour du bois énergie. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer avec le reste finalement, les fibres, hein, ce qui reste présent de cet arbre qui est tombé au sol. Et là, on ne pourra pas l'utiliser de manière pour l'ouvrage, pour l'œuvre, mais on devra réfléchir en d'autres débouchés pour ce bois. On sait qu'il y aura plus de bois dur et moins de bois tendre. Ça, c'est donné aussi par rapport à ces changements induits et à ces effets de variabilité aussi. Et puis, la question qui se pose aussi de ce côté, c'est que si on a une industrie qui s'approvisionne en référence à un rajeunissement des 60 à 100 dernières années, on sait qu'on a quelque chose qui est en train de se passer déjà, mais qui va encore s'accélérer, changer plus drastiquement à l'avenir. Donc, il y a ici besoin de planifier en considérant justement ces changements de potentiel, de panier qui vont arriver depuis cette forêt. Un autre élément à prendre en considération, c'est ce que nous appelons les espèces hôtes, comme le pin Douglas, qui sont plantées aussi de manière complémentaire par les propriétaires forestiers et qui semblent être mieux adaptées au réchauffement à venir. Mais tout en sachant, je pense que ce n'est pas un tabou, mais c'est effectivement une grosse controverse d'un point de vue de la protection de la nature, d'amener des espèces hôtes dans nos écosystèmes forestiers. Le discours ici doit être bien sûr aussi nuancé. Quel est l'apport? Qu'est-ce que nous permettent ces espèces? Et la pesée des intérêts par rapport justement à la balance d'un équilibre systémique. Les défis, encore une fois, le potentiel, vous l'avez très bien dit en introduction, Monsieur Guy, on a environ 10,8 millions de mètres cubes de bois qui poussent chaque année dans nos forêts, c'est cet accroissement naturel. On sait que 8,2 millions est mobilisable durablement, donc sans prétérité aux autres fonctions de la forêt. On en utilise en moyenne entre 5 et 6, on est plutôt vers 5, hein, cette récolte moyenne. Donc, on a encore 2 à 3 millions qui sont mobilisables et qui seraient bien présents. Donc ça, c'est une thématique qui est connue, mais ça reste très important lorsqu'on considère tous ces challenges. Je pense qu'il faut aussi amener le discours peut-être moins entre l'un contre l'autre dans le sens bois dur contre bois tendre et porter le défi sur un discours conjoint. Qu'est-ce que nous apportent ces bois? Quels sont leurs potentiels et comment on pourrait les combiner de manière intéressante? C'est justement ces propriétés moléculaires du bois ou des fibres de ce bois qui sont intéressantes. Je pense aussi pour la transformation et l'utilisation. Donc, est-ce qu'on a des essences qui vont nous permettre d'être plus fortes pour la traction et la torsion? Est-ce qu'on en a d'autres qui sont mieux pour la compression? Quelles sont les essences qui vont avoir des propriétés identiques qu'on pourrait éventuellement remplacer ou substituer? Les challenges sont effectivement dans ce discours-là de panacher et d'amener d'autres pistes de réflexion sur quelque chose de très unidirectionnel, si vous me permettez l'expression ici. Donc, le gros défi, ou les gros défis, c'est effectivement sur ces deux points. Comment et surtout à partir de quand? Je le pose ici comme question hein, dans cette ronde. L'industrie du bois doit s'adapter à cette évolution de l'approvisionnement, donc ce qui va sortir de la forêt. Et puis aussi, comment convaincre les différents milieux aussi intéressés qu'on peut utiliser des espèces hôtes si elles sont bien gérées, encore une fois, en gardant certains préceptes d'une sylviculture proche de la nature et puis en intégrant ces essences aussi de manière ponctuelle dans nos forêts. Les approches, elles passent par des formes d'utilisation nouvelles de ces espèces d'arbres, de ces essences, une valorisation de ces essences et de leurs propriétés. C'est surmonter aussi des préjugés par rapport à ces essences, mais aussi face aux espèces hôtes hein, qu'on pourrait avoir. Il y a des stratégies d'adaptation à mettre en place pour les entreprises forestières et les propriétaires forestiers. Et puis, continuer, comme j'ai dit tout à l'heure, les préceptes d'une sylviculture proche de la nature en complétant, là où nécessaire, avec certaines espèces invitées. Juste quelques exemples ici
qui ont été financés ou soutenus aussi par la Confédération au cours des dernières années. C'est des produits en hêtre lamellé collé. Vous connaissez l'expérience de Fagus Suisse aussi, avec des éléments très intéressants qui permettent aussi une esthétique particulière dans la construction, avec une certaine dureté qui permet d'avoir des formes plus élancées et puis de gagner aussi de l'espace dans les éléments architecturaux. Pour nous, un point très important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans ces assortiments qui sortent de la forêt, pas seulement du bois d'œuvre ou de bois énergie, mais aussi les fibres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fibres et ces molécules, hein? Est-ce que les conditions cadres sont données en Suisse pour une production biosourcée, donc des produits biosourcés qui viennent du bois, de nos forêts, et qui permettraient aussi ici de développer des segments d'industrie? Qu'est-ce qui manque dans ce stade pour apprécier ceci, pour l'amener plus loin? On a mis en place des aides aussi pour savoir où ira notre forêt. C'est cette application qui a été développée par le VSL et l'OFEV qui permet aux ingénieurs forestiers, aux propriétaires forestiers de savoir par rapport à la station quelles seront les espèces appropriées dans les années à venir selon les scénarios climatiques connus. Et puis finalement, on a des plantations tests qui se font pour connaître mieux la résilience de ces essences, les essences prônées aussi, actuelles ou connues. Des résultats sont connus et puis finalement aussi le plan d'Action Bois chez nous qui cofinance des projets innovants et de sensibilisation parce que je pense que la sensibilisation elle est essentielle à tous les niveaux par rapport à ce qui sort de la forêt mais aussi dans l'utilisation finale pour améliorer toute la chaîne de valeur ajoutée. Voilà, la politique de la ressource bois en Suisse et la politique forestière. Vous avez ici encore les anciennes publications, vu que les nouvelles ne sont pas encore publiées, mais ça va être fait tout soudain. Ce sont nos instruments essentiels pour cette mise en œuvre, pour valoriser justement non seulement la forêt, mais aussi les produits ligneux qui sont essentiels dans ceci. Une dernière image peut-être encore, ça me paraît important quand on parle ici de différents acteurs, depuis les producteurs ou les garants de la production en forêt jusqu'aux utilisateurs finaux, c'est de travailler ensemble, respectivement, même si on parle des mêmes éléments, des mêmes choses, encore faut-il se coordonner pour qu'on arrive à quelque chose de très concluant et qui tienne la route finalement. Donc juste cette image, un peu pas en allégorie, mais en tout cas pour donner une image du travail qui est essentiel tout au long de cette chaîne de la valeur ajoutée. Voilà, je vous remercie pour l'attention. Voilà. Je ne vous entends plus. Claude, voilà. Il faut réactiver votre micro, s'il vous plaît. Voilà. C'est revenu? C'est bon? Julien, c'est bon le son? Excusez-moi. Oui, je remercie et on pouvait en effet applaudir à distance notre intervenant. Et le décor est posé avec un esprit prospectif et on mesure l'importance du chantier. La Suisse s'est distinguée en général, s'est distinguée dans sa gestion forestière, c'est reconnu internationalement et les lignes qui nous sont présentées maintenant confirment cette volonté. Est-ce que, M. Reinhardt, cette orientation bénéficie d'un très large soutien ou y a-t-il des résistances par rapport à ce que vous nous suggérez et qui peut nous donner l'impression d'aller de soi si on entend faire en sorte que cette forêt reste toujours généreuse, productive et en même temps qu'elle soit équilibrée? Est-ce que vous avez véritablement un soutien ou faut-il encore supporter des confrontations stériles qui compromettent les objectifs principaux? Je pense d'un point de vue forestier, dans notre travail aussi en termes de subsidiarité avec les cantons, on pourra peut-être entendre aussi mon collègue du canton de Genève tout à l'heure, je pense que la vision est très claire. Tout le monde tire à la même corde, tout le monde est conscient de ces changements qui s'opèrent. Peut-être on se fait dépasser par la rapidité de ce qui se passe dehors. J'en reviens justement à ces éléments extrêmes qu'on a vus lorsqu'on se retrouve dans ces peuplements de hêtres dans le Jura pour savoir maintenant où on va, qu'est-ce qu'on fait avec. La même chose dans certaines régions du Tessin, où on voit même le châtaignier qui ne supporte plus ces sécheresses caniculaires, qui se retrouve ensuite en porte-à-faux lorsqu'il est encore affecté par des
les organismes biotiques, par exemple. Donc, je pense que la prise de conscience est bien là, elle est réelle, je pense, à tous les niveaux. Les ajustements peut-être pour passer d'un maillage à l'autre, hein, d'un système forestier au système de l'économie du bois, aux différents partenaires dedans. Je ne sais pas si à ce niveau-là, on a effectivement tous cette conscience de ce qui est en train de se passer dehors et de ce que le système va pouvoir nous livrer. Donc le changement, il est là. Je ne veux pas avoir un discours pessimiste, ou en tout cas pas qui fait peur, hein. Je suis prospectif, cette forêt, on doit l'accompagner pour qu'elle puisse garantir sa multifonctionnalité. On se donne aussi les moyens. On a vu qu'on a sur l'agenda politique, vous avez vu ce qui s'est passé aussi au cours de ces dernières sessions. Forêt, climat, ça reste quelque chose qui est vraiment plus brûlant, on peut dire, ou d'actualité, en tout cas sur l'agenda politique. Nous avons aussi des moyens qui ont été donnés dans ce secteur-là. La complexité se passe ensuite lorsqu'on passe dans un système ou dans un produit industriel, qui est le bois, où effectivement les subventions ne peuvent pas être données, par exemple, ou on ne peut pas interagir. Donc la Confédération, si vous voulez, elle est limitée tout au long de cette chaîne de production entre un système forestier qui marche en subsidiarité entre confédération, cantons et propriétaires forestiers, et puis de l'autre côté, un système qui a un bien industriel dans lequel la confédération peut aider, peut financer, mais dans les questions d'innovation, de communication. Et là, on voit effectivement qu'on a effectivement peut-être une imbalance, un système qui n'est peut-être pas tout à fait qui ne marche pas sur les mêmes préceptes de base. Donc, on n'est pas avec le bois comme produit industriel dans quelque chose où on pourrait tirer une analogie avec l'agriculture. On est dans un produit bien industriel qui répond aux mêmes critères économiques que d'autres biens industriels dans le pays. Bon, merci. Je laisse au professeur Zurcher le soin de prolonger cette réflexion. Vous avez la parole, M. Zurcher. Oui, merci pour cette introduction qui est très, très, très concrète, très réaliste. On voit ce qui est en train de se passer, ce que tout le monde peut observer. Effectivement, cet effet du réchauffement et les événements extrêmes qui sont vraiment devant nous, à la porte. En complément ou dans la ligne de ce qui vient d'être dit, j'ai peut-être 2 ou 3 éléments que je trouve très importants à souligner. C'est la mise en évidence à quel point c'est important de tenir à notre foresterie proche de la nature. Cette sylviculture qui s'est développée de manière exemplaire est un bien, est un patrimoine forestier et sylvicole qui est assez unique. Si on compare avec d'autres pays où on pratique systématiquement la plantation, avec toutes les implications que cela a, c'est important de le dire. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point important aussi lorsqu'on fait des plantations expérimentales, c'est de comprendre comment fonctionne la forêt en tant que système écologique, qu'écosystème, ou on pourrait même dire qu'organisme. Là, c'est par exemple l'atmosphère intérieure de la forêt est très différente de l'extérieur. La forêt s'enveloppe dans sa canopée, dans ses lisières, est capable de stocker l'eau dans les sols. La forêt fait tout pour maintenir les sols à l'ombre et maintenir son stock d'eau. Et le surplus est diffusé dans la nappe phréatique et dans les rivières et les sources. Et là, je ne vais pas trop m'allonger, mais il y a juste un chiffre sur les précipitations qui sont peut-être sur le plateau de 1 mètre. La forêt n'utilise pour elle que la moitié ou les 2/3. Et le reste alimente les circuits hydrologiques, à condition que la forêt reste relativement fermée. Et un des joyaux de la sylviculture, c'est le soin des forêts, la récolte des bois,
en maintenant au maximum ce système forestier fermé avec les pieds au frais, dirons-nous. C'est ce qu'on appelle le jardinage, par exemple, ou la coupe progressive, mais à très petite échelle, qui permet à la forêt de rester intacte en tant que massif, et on prélève les bois relativement ponctuellement. Et ceci permet à la forêt de ne pas se laisser dessécher lorsqu'il fait très chaud. Elle n'est pas ouverte de manière trop forte, ce qui provoque encore plus un dessèchement parce que le facteur limitant le plus dramatique, ce n'est pas la température, c'est l'eau, c'est toujours l'eau. Elle s'adapte si la température augmente, mais si l'eau disparaît, elle s'adapte aussi, mais c'est beaucoup plus irréversible. Donc voilà pour moi ce qui est intéressant dans cette présentation et dans cette politique, c'est qu'on tient à cette sylviculture naturelle. Et j'aimerais ajouter, tenant aussi à cette sylviculture de massifs relativement intacts pour protéger les sols forestiers. La forêt est la dernière partie verte du paysage, alors que tout passe au jaune. Si on ouvre les forêts trop fort, là, on risque une déperdition en humidité des sols. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément me semble intéressant aussi, c'est de ne pas tout mettre les œufs dans le même panier. Les nouveaux produits, les nouvelles technologies sont très importantes. C'est l'innovation, c'est la valeur ajoutée, c'est les postes de travail. Mais n'oublions pas tout ce que le bois rend possible au niveau, entre guillemets, low-tech. Il faut maintenir à la fois les high-tech et les low-tech. C'est-à-dire que le bois ne doit pas être uniquement destiné à la transformation industrielle pour en faire des produits assemblés, collés, etc., ou fibres. La manière la plus simple d'utiliser le bois, c'est la traditionnelle. Et là, on a un patrimoine également qu'il vaut la peine de maintenir. Comment est-ce qu'on construit avec du bois massif, avec tous les critères à respecter, on enseigne ça au niveau du séchage du bois, etc., pour avoir les deux filières, en fait. Et les utilisations plus simples, low-tech, dirons-nous, massifs, sont à un cycle beaucoup plus court, c'est beaucoup plus local. Et là, c'est quelque chose qui me semble important. Un critère important, c'est par exemple l'aspect promotion du bois pour la séquestration du carbone. Là, on ne dira jamais assez, c'est pratiquement le seul matériau de construction qui fait de la séquestration de carbone. Et on est en train de sortir un livre sur ces questions-là, sur comment construire, dimensionner, quelle est la filière forestière qui arrive, qui produit ce bois, et les bilans carbone. Dans chaque kilo de bois, on a 1,851 kg de CO2 capturé grâce à la photosynthèse, etc. Et ça, aucun autre matériau actuel ne le fait, à moins que ce soit un autre produit organique, mais on travaille surtout avec le bois. Et ça, c'est important. Le bois nécessite très peu d'énergie grise pour la mise en place dans un bâtiment, établissement d'une charpente, etc., aménagement intérieur. Et on peut construire des bâtiments qui ont un bilan final positif par rapport aux énergies dépensées à l'énergie grise. Il y a plus d'énergie stockée pour la durée de vie du bâtiment que d'énergie émise pour la construction du bâtiment. Et ça, c'est un argument très important à mettre en avant. Voilà, les questions du prix du bois, c'est vrai, c'est toujours et encore notre problème. Le bois considéré comme bien industriel, comme une ressource qu'on récolterait comme du gravier, c'est quand même pas ça. Et là, on peut se demander, est-ce que politiquement, on va en rester là, ou bien est-ce qu'on va redonner au bois un statut de produit naturel qui nécessite des soins? Et c'est ce qui fait la différence entre la forêt suisse soignée et une forêt d'un pays éloigné où la forêt est dévastée après l'extraction des bois.
Donc, il faut trouver une solution pour que ces bois suisses produits respectueusement aient un prix qui permette cette production. Voilà. Il y a un endroit où il vaut la peine de mettre un accent, c'est Bois des Plaines, du Jura et des Alpes, Préalpes et montagnes. C'est beaucoup plus difficile d'exploiter les bois en montagne qu'en plaine. Et c'est là-bas qu'il y a un patrimoine très important qui se forme et la ressource va probablement se réfugier dans les zones de montagne et l'exploitation, la gestion forestière est beaucoup plus difficile là-bas. Et si j'ai juste le temps d'ajouter ça, j'ai fait un calcul sur le bilan de la récolte des bois la plus fine possible qui existe aujourd'hui. C'est la récolte, non pas au moyen de la récolteuse forestière, de la machine la plus massive qui est un problème en fait, souvent reconnu par beaucoup. La manière la plus fine de sortir les bois, qui deviendra peut-être standard dans les zones très reculées, difficiles d'accès, c'est l'hélicoptère. C'est paradoxal, mais l'hélicoptère est extrêmement écologique. Je fais le calcul de l'énergie nécessaire pour sortir les mètres cubes et je compare à la quantité de mètres cubes sortis grâce à l'hélicoptère de manière très très fine. Il y a des récoltes sans dégâts aux forêts et le bilan est absolument incroyable. J'arrive à des rapports de plus de 90%. Si ça vous intéresse, je peux vous livrer ce calcul. C'est-à-dire, grâce à la mise en œuvre des derniers restes d'énergie fossile, hélicoptère, kérosène, on peut aller chercher des bois en forêt de montagne, en forêt difficile d'accès, qui sinon resteraient couchés en travers dans la forêt, les descendre à port de camion pour les transformer scierie. Et là, on a besoin de moins de 10% de l'énergie stockée pour faire ceci. Et 90% sont ensuite séquestrés de manière, ça c'est la manière la plus élégante d'utiliser les derniers restes d'énergie fossile. Cher professeur, vous ne craignez pas de prendre des risques par rapport à des dogmatiques que l'on peut imaginer, mais annoncer que l'hélicoptère est écologique, je ne dirais pas que c'est le scoop de notre rendez-vous de midi, mais, et je ne mets pas en doute votre approche, mais ça montre la rigueur nécessaire et la nécessité de ne pas avoir d'a priori. On ne peut pas, et on vit constamment avec des a priori qui nous conduisent au dogmatisme. Et il se trouve que Christina Guesch ne pouvait pas être là aujourd'hui, elle est loin cette semaine, mais on avait abordé ce sujet à Genève aux rencontres Woodrise. En effet, ce bois qui se trouve dans ces forêts valaisannes, et puis nos amis valaisans nous écoutent et vous écoutent avec la plus grande attention, ce bois qui est tellement difficile d'aller chercher et pour lequel on est immédiatement condamné d'utiliser des méthodes coupables, en réalité, c'est ça le bilan. Vous avez repris différents points. Enfin, là, on se rend bien compte de la richesse du sujet qu'on est en train de traiter aujourd'hui en une heure et demie. Merci de cette intervention. Je me tourne vers Patrick. Où est-il? Voilà. Patrick Fouvi, c'est l'ingénieur forestier de Genève. Alors, Patrick, je te signale, enfin, tu as peut-être remarqué, mais tous tes collègues à peu près suisse romande sont là, donc en train de t'observer, tu es sous haut contrôle. Ils sourient toujours vis-à-vis de Genève parce que leurs forêts ont une dimension qui est particulière, qui est un peu différente de la nôtre. Nous, on aime bien leur dire que comme on a un espace qui est réduit, on est d'autant plus attentif à la gestion de ce que l'on possède. Alors, je te laisse compléter maintenant précisément ceci, et je sais que tu le fais en ayant une vision qui dépasse les 240 km² de notre canton. À toi, Patrick. Merci, Claude. Bonjour à tous. Bon, c'est vrai qu'en tant que responsable de la plus grande production de cure-dents de Suisse, nécessaire à la population genevoise, c'est bien connu. C'est toujours difficile. Attention, parce que je sais que tu es d'origine vaudoise, alors tu es obligé maintenant de retourner les choses dans ce sens-là. C'est vrai qu'avec seulement 3000 hectares, c'est difficile, dans un certain sens, de donner des avis ou sur ces sujets-là. J'ai beaucoup aimé les propos tant de Michael que d'Ernst Surcher sur la forêt. Juste quelques rappels. Ben oui, 3000 hectares, 500 000 habitants à Genève. Si on prend le périmètre du Grand Genève, on est dans une autre réalité.
c'est 1 million de personnes, mais c'est 8 autres 1000 hectares de forêt. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, par rapport aux besoins, on avait déjà estimé les forêts du Grand Genève uniquement, hein, sans aller un peu plus loin, en Haute-Savoie ou dans d'autres régions, qui sont des grandes régions boisées, hein, c'est 41% du territoire du Grand Genève qui est boisé. On pourrait sans difficulté fournir le bois pour à peu près la moitié des constructions. Donc on voit qu'en termes de ressources dans ce périmètre-là, c'est présent. Donc si on étend, notamment à la Haute-Savoie, on aura sans difficulté en fait la ressource pour arriver à construire. Ça c'est par rapport à cette question, je dirais, du besoin. On a fait une analyse, et je reviens sur ce qu'a dit Hans Surcher. C'est intéressant de voir qu'ils vont publier un livre. Nous, on va sortir d'ici quelques jours une étude sur la question du CO2 dans le bois et dans la construction. À Genève se construit à peu près 400 bâtiments par année pour environ 3000 logements. Si, c'est des scénarios, hein, on avait un scénario, aujourd'hui on est très majoritairement sur le béton des constructions usuelles en béton ou acier. Si on convertissait le tout en bois, ça permettrait d'économiser en termes d'énergie grise 80 000 tonnes de CO2 par année et de stocker 200 000 tonnes de CO2. Donc, en termes d'impact climatique, c'est un des éléments, des leviers les plus importants que le canton de Genève peut avoir sur sa politique énergétique. Des éléments qui viennent d'être sortis dans le cadre du plan climat renforcé. Donc, on voit qu'on a un rôle du bois, non seulement sur les besoins généraux, mais dans cette question de la transition écologique et des impacts carbone. Et tout ça, en fait, en le prenant dans un périmètre qui est relativement restreint. On réarrive sur la question en fait, de la disponibilité et de l'industrie du bois pour le transformer. C'est vrai que c'est un des éléments qui est quand même important et qui reste toujours un questionnement. Après, si on se pose la question en fait, des types de forêts, de leur résistance aujourd'hui, là c'est une question qui est particulière. Alors Genève, on a de la chance d'avoir paradoxalement eu 200 à 300 ans de surexploitation des forêts qui ont appauvri et qui ont fait qu'on ait beaucoup de chênes, alors qu'on a des sols qui, historiquement, auraient dû être plutôt de la hêtraie. Donc, on a des peuplements qui sont déjà adaptés à cette évolution et à ce sec. Malgré tout, on constate des baisses de productivité. On n'a pas des chiffres, mais on a une impression, en fait, d'une baisse de productivité. On le voit dans notre capacité à les récolter, que ça pousse moins. Ces éléments, on l'a partagé avec des voisins en France, en Bourgogne, notamment dans des forêts similaires. Et ils font le même constat dans des forêts de chênes irrégulières, mélangées. Ils constatent une baisse de la productivité. Donc, ça doit nous interroger quand même, en plus des constats que Michael a présentés, qui sont beaucoup plus choquants. Mais malgré tout, on a en plus cette question-là, peut-être que les arbres poussent un peu moins, les forêts poussent un peu moins. Pour quelles raisons ? On ne le sait pas, mais c'est un des éléments qu'on constate. Et si on regarde, j'aime bien comparer avec la France, on voit qu'il y a un conflit aujourd'hui qui est assez fort entre, je dirais, les tenants d'une vision plutôt productiviste par rapport à celles qui ont une vision plutôt, je dirais, diversifiée des forêts irrégulières, sur les scénarios adaptés, avec d'un côté une volonté d'aller sur des plantations de nouvelles espèces de manière assez intensive, et d'un autre côté, des forêts irrégulières, de jouer plutôt sur cette résilience des forêts en diversifiant au maximum les forêts. Et je pense que là, l'exemple de la Suisse, on a de la chance, c'est qu'on n'est majoritairement pas dans une foresterie productiviste, mais relativement diversifiée. Et on pourrait vraiment, je pense, développer des scénarios qui renforcent cette question-là de la diversification. Parce que plus c'est diversifié, plus on a de la chance ou possibilité d'être adapté, de ne pas avoir des éléments extrêmes, mais d'être dans la moyenne et de jouer en fait sur des essences et des structures aussi qui s'adaptent le plus à l'évolution. Donc je pense qu'on a besoin d'humilité aussi dans cette évolution. On ne sait pas exactement ce qui se passe et plus c'est diversifié, mieux c'est. La question de l'eau est aussi effectivement très intéressante. On voit qu'à Genève, alors avec des sols particulièrement lourds, les forêts ont été drainées. Il y a des fossés un peu partout pour sortir l'eau de ces forêts qui ont été installés il y a déjà 300 ans en tout cas et qui sont régulièrement maintenus.
Et c'est vrai que c'est une des questions. Est-ce qu'on ne devrait pas, en fait, boucher ces fossés pour maintenir le plus longtemps possible l'eau dans les forêts? Alors, ça permet de réguler plus facilement encore les questions de crue, hein, mais aussi, certainement, d'avoir un impact favorable sur les forêts pour limiter, en fait, l'impact de l'évolution du climat. Et je trouvais intéressant ce qu'a dit Ernst Turcher. Plus que la chaleur, c'est la question de la disponibilité en eau. Et c'est vrai que si on va dans les forêts ici, et on le voit ailleurs en Suisse, les fossés, les cours d'eau, en quelques minutes après les pluies, ils sont complètement chargés. Et dans les heures et les jours qui suivent, ils continuent à être très chargés. Et puis après, ils sont à sec. Donc, c'est bien qu'en fait, ces systèmes qu'on a mis en place il y a plusieurs centaines d'années sont aujourd'hui contre-productifs par rapport aux besoins de la forêt. Naturellement, c'est une éponge. Si on fait des trous et qu'on sèche toujours l'éponge, ben, quand il y a besoin, après 2-3 mois de sécheresse, on aurait besoin de cette eau, on l'a sortie sur les quelques jours. Donc là, il y a quelque chose à se poser dans la question. Peut-être que ça diminuera un petit peu la productivité, puisque elles seront plus longtemps peut-être surchargées en eau. Par contre, de manière globale, ça va certainement améliorer leur résilience. Et puis, j'ai fait un petit calcul. Alors, les règles de 3 sont souvent fausses, mais je pense que c'est quand même intéressant en termes économiques. Par rapport à cette idée d'avoir à peu près 400 bâtiments qu'on pourrait à Genève construire en bois, le volume financier de la construction en bois à Genève par année, c'est à peu près 1,5 milliard. Pour construire ces 400 bâtiments, il faudrait à peu près la production de 800 hectares. Voilà. Donc, on arrive que la valeur du bois nécessaire à ces constructions, c'est moins de 4. J'ai pris un scénario idéaliste un petit peu, c'est qu'on arrive à 150 francs par mètre cube du bois vendu. Hein, donc, on est bien en dessous aujourd'hui. Ça représenterait moins de 4% de la valeur des constructions. Donc, en fait, on est dans un non-sujet. On pourrait largement encore augmenter. Hein, et puis, le doublement du prix du bois qu'on a entendu, on va varier de quoi? De 3,5 à 4,2% du prix de la construction. C'est de ça qu'on parle quand il y a des grands titres, les prix augmentent, explosent. Non? C'est insignifiant par rapport au coût effectif de la construction. Voilà. Merci Patrick, c'est important de rappeler cela, et j'imagine que ce que tu as dit sur l'eau interpelle Michael Reinhardt, qui ajoutera sans doute quelque chose par rapport à l'eau, parce que entre vous, M. Turcher, Patrick Fouvi, ce que vous venez de relever concernant l'eau est indissociable des forêts, et ça valait la peine d'apporter cet éclairage d'une manière appuyée. M. Reinhardt. Oui, absolument. Alors, quand j'entends effectivement ce plaidoyer, j'ai envie de dire aussi pour des forêts fermées, hein, où N'entends plus. Il y a un problème technique. Julien, il y a un problème technique. Attendez, Monsieur Reinhardt, on ne vous a pas entendu pendant un instant. Il y a une coupure de réseau. Voilà. Vous pouvez recommencer, excusez-nous. Exactement. Je ne dirais pas qui est mon opérateur, mais j'ai constamment des problèmes ici à la maison avec Internet. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où vous m'avez entendu, ou bien pas du tout entendu. Pas du tout. Pas du tout. OK, alors merci pour cet éclairage. Je disais tout à l'heure, quand j'entendais le plaidoyer du professeur Turcher concernant justement les forêts fermées, hein, qui permettent justement, grâce à cette structure, de garder l'eau. C'est un élément vital, l'eau, pour toute espèce vivante, hein, on est bien clair. Mon souci, il va de ce côté-là sur les perturbations, ces dents de scie, hein, que je montrais tout à l'heure. Quand on a des sécheresses, quand on a des tempêtes et qu'on a des ouvertures qui se forment, souvent les sols sont ensuite mis entre guillemets à nu, ou respectivement, on a l'irradiance solaire qui arrive à plein sol. Donc là, on peut avoir effectivement des problèmes qui se posent, des problèmes combinés. Je ne vais peut-être pas insister là-dessus, mais la combinaison des effets est essentielle pour que cette biomasse puisse continuer de se former, d'être là dans la qualité suffisante pour assurer la multifonctionnalité des forêts.
L'eau, de l'autre côté, elle reste aussi essentielle, pas rien que pour les forêts, mais aussi pour nous, hein, comme société. L'eau qui se trouve dans le sol forestier, respectivement dans le sous-sol, traverse aussi la forêt et un sol forestier. Pour reprendre cette idée de cette sylviculture proche de la nature, elle permet quand même aussi une bonne qualité des sols, une bonne qualité de filtrage, qui fait que l'eau qui arrive ensuite dans les nappes souterraines sont aussi de bonne qualité. Je prends pour exemple la ville de Vienne, par exemple, qui va capter à 200 km de là de l'eau en sol forestier dans les montagnes, dans les préalpes autrichiennes. Donc c'est un exemple qui est très parlant de l'importance de cette eau en forêt, et puis justement de garantir aussi des forêts, on a entendu de Patrick aussi, des forêts diversifiées qui vont permettre cette multifonctionnalité et qui vont permettre finalement tous ces services pour la société et en partie aussi pour l'économie. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi l'idée de cette humilité face à ces facteurs qui nous dépassent parfois, surtout en termes de rapidité. Et puis, je pense que c'est essentiel qu'on reste dans une phase, je n'ai pas envie de dire d'activisme, en tout cas d'observation active, de tester des choses. Hein. C'est un peu ce qui se passe dans les différentes régions de Suisse. Je reprends encore une fois l'exemple de l'Ajoie et du Jura où j'étais récemment, après quelques années après ces dégâts, ces ouvertures en forêt, de voir comment ces forêts récupèrent ou ne récupèrent pas, quelles sont les expériences qui sont faites, les expériences qui marchent ou qui marchent moins bien. Et le transfert de connaissances d'une région à l'autre va être primordial pour justement pouvoir répondre à ces questions de production de cette biomasse ligneuse aussi en forêt. Donc, transfert de connaissances, échange d'expériences d'une région à l'autre, c'est aussi un facteur qui va amener au succès face à ce nouveau mix ou ce panier d'essences qui vont aussi produire du bois à l'avenir. Merci, M. Reinhardt. Vous venez d'insister sur la dimension régionale, sur la nécessité de ne pas être plié sur nous, d'avoir un esprit par trop villageois. Je crois que, et là, mes collègues de l'IGNOM en sont le témoin, Daniel Igel est là, et plusieurs de mes collègues d'autres cantons sont présents. Et en effet, nos échanges d'expérimentation, les relations entre les inspecteurs cantonaux, toute cette approche est indispensable. Trop souvent, on l'ignore, on le dit, mais on ne passe pas aux actes aussi facilement que cela. Et le fait d'avoir une approche, comment peut-on dans un canton comme Genève ne pas avoir une approche transfrontalière? Ce n'est pas possible. C'est vouloir véritablement ignorer le territoire dans lequel on vit. Donc, intercantonale et transfrontalière, c'est véritablement comme ça que l'on peut s'engager. On se tourne du côté de M. Seban, qui intervient parce que avec la sensibilité des investisseurs, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent ne peut se concrétiser au moment où les investisseurs prennent conscience de l'intérêt qu'ils ont de faire un choix comme celui-ci. Dans la finance durable, on a, et en particulier à Genève, on est devenu même un centre international de référence sur la finance durable, et on se rend compte que des banques comme Lombardier, comme Pictet, avec des fonds qui sont orientés, véritablement travaillent dans ce sens depuis un certain nombre d'années. Mais les choses évoluent. Et maintenant, on voit les investisseurs d'une manière plus générale prendre conscience de l'intérêt qu'il y a de choisir cette filière-là. Merci, M. Seban, de nous avoir rejoints pour ça. Ça me paraissait indispensable que l'on complète notre analyse par un regard comme celui-ci. Vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi d'avoir écouté tout ça. Je voudrais juste me présenter. Effectivement, je suis économiste et stratégiste donc sur les marchés financiers. Et je pense que c'est effectivement le regard de la finance sur toute la filière bois et sur les forêts est en train d'évoluer de façon drastique. Et beaucoup de choses se passent actuellement et j'aimerais peut-être présenter. Alors, je vais utiliser un petit peu ma présentation. C'est intéressant, je pense. Alors. Alors, vous voyez la présentation, oui. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est d'abord de rappeler qu'il y a deux facteurs importants. Le premier facteur, c'est tout ce qui est lié à la décarbonisation. Vous en avez parlé déjà
c'est un facteur déterminant pour le regard des marchés financiers sur le secteur forestier. Le deuxième facteur, on y reviendra, c'est tous les drivers, tous les facteurs de croissance que les marchés financiers voient pour les forêts, parce que la forêt est au cœur des transformations à venir de l'économie pour les 20 prochaines années. C'est un secteur qui devient clé. C'est un secteur qui n'a pas du tout été sous le regard des financiers, le secteur du bois et des forêts. Pourquoi? Parce que c'est encore un petit secteur. Les banques anglo-saxonnes en particulier se sont détournées de ce secteur-là. Les banques anglo-saxonnes donnent vraiment le là. Et c'est un secteur aussi où les pays scandinaves sont extrêmement présents pour tout ce qui est société cotée, ainsi que pas mal de sociétés au Canada, surtout, et un peu aux États-Unis. Alors d'abord, un petit mot sur la décarbonisation. Je pense que vous connaissez tout cela, donc le plan de Paris, donc quand même qui était complètement transformateur, et la COP26, donc qui aura lieu en novembre cette année, s'inscrit largement là-dessus, et les Européens, les Chinois et les Américains mettent l'accent sur la nécessité d'atteindre les objectifs donc de neutralité carbone à horizon 2050. La tendance, elle, il faut regarder la tendance, elle est de plus en plus radicale et les objectifs sont de plus en plus agressifs. Il y a fort à parier que la COP qui aura lieu au mois de novembre va mettre encore l'accent sur la nécessité d'atteindre les plans le plus rapidement possible. Alors donc, vous savez bien sûr que les Américains donc, ont un plan de relance extrêmement important avec justement tout ce qui est investissement vert en focus. Idem, les Européens avec le plan de climat à l'horizon 2030. Et il faut voir que l'épidémie de Covid-19 n'a fait que renforcer la nécessité d'atteindre ces objectifs-là. Pourquoi? Parce que les différentes autorités ont une nécessité d'atteindre, un petit peu de sauver l'économie et de sauver le monde. Et évidemment, la forêt se trouve au cœur de tout cela. Donc, c'est une priorité désormais. Le marché du carbone, je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu, mais j'imagine que oui, juste un petit mot. Donc, c'est un marché donc, qui est central, qui est un marché régional pour l'Europe, que chaque zone a son propre marché, dans lesquels les gouvernements ont beaucoup leur mot à dire, parce que c'est quand même des marchés extrêmement encadrés, et il y a un marché qui essaye quelque part de droit carbone, où finalement les entités qui ont des excès de carbone ont le droit de vendre ces droits aux entités, au contraire, qui polluent, donc ces sociétés qui polluent. Et la façon dont est structuré ce marché fait en sorte que les prix du carbone n'ont fait que croître ces dernières années. Et la raison pour laquelle ça a cru ces dernières années, c'est la nécessité d'atteindre justement ces objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et on se rend compte que pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, il faut que le prix du droit carbone soit beaucoup plus élevé. Et les spécialistes s'accordent à dire que ce prix carbone devrait être autour de, on peut dire un petit peu ce qu'on veut, mais en tout cas autour au moins de 120 à 150 donc, euros la tonne d'ici 5-6 ans, et probablement autour de 250-300 dollars la tonne horizon de quelques années. Et vous vous rendez compte qu'on est encore extrêmement loin. Et comme vous le disiez tout à l'heure, la façon d'atteindre cette neutralité carbone, et la plus facile possible, ça reste par les forêts. Parce que les forêts, c'est la façon la meilleure marché. Je ne sais pas si vous voyez la colonne à droite, parce que moi, je ne la vois pas sur la colonne à droite. Je ne sais pas si vous voyez ça. Vous voyez le prix donc, que coûte donc, finalement la décarbonisation
en tout cas la capture du carbone grâce aux forêts, on y arrive à partir de 5 $ la tonne, alors que quand on essaye de capturer la pollution et le carbone là où il se trouve, là où il est mis, on arrive avec des prix du carbone beaucoup, beaucoup plus élevés qui peuvent atteindre jusqu'à 250 $. Et donc, les investisseurs regardent ça. Et les forêts ne sont pas valorisées pour cela, ne sont pas valorisées compte tenu de ce potentiel de capture du carbone. Comme vous le savez tous, dans la forêt, il y a deux façons quelque part de capter le carbone. Il y a le sol, qui représente près de 70% de la capture du carbone, et puis il y a l'arbre en lui-même, au-dessus de la racine, qui capte la biomasse, qui capte le carbone. Ce qui est très clair, c'est que les financiers ont compris, et les organisations aussi, que la meilleure façon d'arriver à capturer le carbone, c'était de le faire avec des forêts gérées, des grosses forêts gérées. Pourquoi? Parce qu'elles le font de façon systématique, elles savent comment entretenir une forêt, elles savent qu'à chaque fois qu'elles détruisent ou elles élaguent un arbre, ce qu'elles doivent faire, c'est en général, elles en replantent entre 3 et 5, elles savent quand il faut tailler l'arbre, à partir d'un certain moment, quand l'arbre vieillit et qu'il commence à pourrir, il dégage du carbone au lieu d'en capter, au lieu d'en capturer. Ils savent quel genre de biodiversité est nécessaire pour capturer le carbone, parce que si on fait juste de la monoculture, comme ça a été le cas, et bien finalement, on est beaucoup plus propice et beaucoup plus sensible aux insectes. C'est ce qu'on a vu avec ce qu'on appelle le beetle en Canada, qui a détruit des pans entiers de forêts en Colombie-Britannique. Donc, les professionnels savent faire. Et plus les sociétés sont grosses, plus ils savent faire. Les Scandinaves ont un énorme train d'avance là-dessus, parce que, évidemment, ils ont cet atout naturel-là. Et puis surtout, les gouvernements les ont poussés depuis déjà des années à une neutralité carbone et des objectifs carbone bien avant le reste de l'Europe et bien avant le reste du monde. Donc, il y a une intégration des forêts. Et quand je dis ça, je veux dire la nécessité notamment d'utiliser la bioénergie. On y reviendra. Vous parliez tout à l'heure de la construction et le bois dans le secteur de la construction. Alors, on a eu une avancée gigantesque que vous connaissez sans doute, qui est donc ce qu'on appelle le CLT, donc le Cross Laminated Timber. En français, je crois qu'on dit le bois laminé. Ce bois, cette nouvelle façon donc de traiter le bois est extraordinaire parce que non seulement c'est beaucoup plus rapide à bâtir avec ce bois-là, c'est plutôt qu'avec l'acier et le ciment, c'est bien meilleur pour l'environnement. Donc, au niveau de la carbone footprint, on y reviendra. Et en plus, on arrive à faire maintenant des buildings d'au moins 15 étages minimum. Et c'est très résistant au feu parce que les couches brûlent en un temps extrêmement long. Là, justement, on compare, vous parliez tout à l'heure de l'émission carbone, donc on compare que quand on construit 1 mètre carré d'un immeuble en bois, on arrive donc à capturer près de 17 kg de carbone, alors que quand on construit le même mètre carré en acier, on émet 18 kg de carbone, et quand on construit en ciment, on émet 27 kg de carbone. Donc, vous parliez tout à l'heure de la nécessité pour améliorer le bilan carbone, et en fait, le bois est au centre de tout cela, évidemment. Et ce qu'on voit, c'est que les gouvernements, et je ne sais pas où en est exactement la Suisse, mais par exemple, la France a décidé qu'à partir de 2022, les bâtiments publics doivent comporter au moins 50% de bois. C'est une révolution. Donc, les bâtiments publics doivent comporter au moins 50% de bois en 2022 pour la France. Et toutes les normes énergétiques prises en Europe vont dans le sens-là, puisqu'on est en train en Europe, je pourrais vous donner le détail partout, les normes énergétiques qui ont des conséquences financières, puisque
puisqu'elles entraînent des pénalités financières si on ne respecte pas ces normes énergétiques-là. Et donc, le bois est au cœur de tout ça. Alors, justement, pour continuer avec la bioénergie, les sociétés… Excusez-moi, M. Seban, approchez-vous de votre conclusion, parce que c'est passionnant, mais le temps s'écoule. Et en vous concentrant peut-être sur une conclusion qui véritablement synthétise l'intérêt des investisseurs aujourd'hui. Vraiment la synthèse de ce changement. Très rapidement. Alors, donc, le biofuel, effectivement, donc, est au cœur de tout cela. Et donc, le biofuel va représenter 75% de l'énergie. Mais juste un petit mot sur les facteurs de croissance de la filière bois. On a parlé de la construction. On a parlé de la demande de l'énergie verte, dont effectivement, qui est au cœur de tout cela. Et évidemment, il y a aussi tout ce qui est lié au e-commerce et bien sûr au e-commerce, donc le packaging, qui est de plus en plus en bois, et donc le switch du plastique vers tout ce qui est packaging en bois ou en bioplastique qui est fait à partir de bois. Donc on voit bien que dans toute cette transformation-là, toutes les transformations à venir, le bois a un aspect majeur. Donc quel est le regard de la finance là-dessus? La finance regardait le bois, le secteur du bois comme un secteur cyclique sans croissance, et maintenant la finance regarde le bois comme un secteur de croissance forte qui est au cœur de la révolution des années à venir. Bon, je vous remercie. Le sujet est majeur. On aura l'occasion de le reprendre dans d'autres conditions. Je souhaitais qu'au milieu des réflexions que nous faisions sur la forêt, on apporte cet éclairage-là et je vous remercie de l'avoir fait. Nous avons Daniel Ingold, directeur du Stedotech. Est-ce que tu veux faire puisque lui a la vision, c'est notre interlocuteur pour une vision régionale et générale. Est-ce que tu veux ajouter un mot à ce niveau-là, Daniel, ou relever un point particulier? En te remerciant d'être là, comme tous nos collègues qui sont là et ou les autres qui nous rejoindront avec les enregistrements. Vas-y, Daniel. Merci. Cette fois-ci, j'ai noté, parce que tu me fais le coup à chaque fois. Mais cette fois-ci, je me suis préparé un peu. J'ai écouté. Si je ne le faisais pas, alors tu te rends compte, si je ne l'avais pas fait, tu m'aurais reproché de ne pas l'avoir fait alors que tu t'étais préparé. Cette fois-ci, peut-être. À toi, Daniel. J'ai rien à ajouter, mais j'aimerais bien soulever deux, trois éléments. D'abord, j'aimerais remercier Patrick Fouvi qui a dit il faut arrêter de faire des grands titres négatifs. On est les bons élèves. Et puis, même si les prix des bois ont augmenté un petit peu, on en parle beaucoup, mais les prix des autres matériaux ont augmenté aussi, on n'en parle pas. Donc, merci Patrick. Il faut arrêter de faire des titres négatifs. Ça, c'est quelque chose que j'ai relevé de très fort. J'ai aussi noté chez Michael quelque chose qui nous intéresse parce qu'il a parlé de sensibilisation et de coordination. Et je suis étonné que tu ne l'aies pas relevé, Claude, mais c'est l'IGNOM. C'est exactement le travail de l'IGNOM. Tu as dû t'assoupir parce que je l'ai relevé. Ah d'accord, alors j'ai du mal à entendre. Mais c'est le travail de l'IGNOM, c'est le travail des oui. CAR aussi. Donc ce que tu fais très bien. Et sensibilisation et coordination, c'est vraiment important. Je suis content d'avoir entendu Michael le dire. Et puis il y a une chose alors qui m'interpelle un petit peu. C'est cette notion que tu as dite tout au début, Michael. Le système forestier, il est quand même un petit peu sous subside et le système industriel ne peut pas l'être ou ne l'est pas. Mais moi, je pose une question, c'est vraiment une question que je te pose, c'est puisque tout le monde est d'accord sur le fait qu'on doit gérer nos forêts comme on le fait actuellement, c'est-à-dire d'avoir des forêts gérées de manière jardinée, on va dire, pour être un petit peu généraliste, et puis qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on a un gros pouvoir de substitution, c'est-à-dire d'utilisation du bois à la place d'autres matériaux pour éviter de l'émission et pour continuer le stockage. Est-ce qu'on ne devrait pas changer ce paradigme et puis dire que le système industriel, puisqu'il est confronté à une compétition internationale qui, elle, est souvent sous ponction, je prends le cas des scieries européennes qui sont financées par l'Europe, par les régions, par les pays, est-ce qu'on ne devrait pas changer ce paradigme, changer la loi et puis dire si on veut continuer à gérer la forêt comme ça, si on veut continuer à utiliser du bois, il faut mettre ces aspects d'intérêt public aussi
dans le soutien de la filière industrielle. Donc ça, c'est une question. Puis ensuite, là, le dernier point, j'étais heureux d'entendre que au niveau de l'investisseur, le bois est passé d'un investissement neutre ou nul à un investissement. Dernier élément que j'ai noté. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci Daniel. Monsieur Reinhardt, vous réagissez aux propos de Daniel et à ses vœux. Alors, je vous demanderai, à moins que quelqu'un d'autre demande à s'exprimer, mais après, je vous suggérerai une conclusion. Monsieur Reinhardt. Voilà, ça ne m'a pas bloqué, vous m'entendez cette fois? Non, c'est bon. C'est bon, parfait. Alors, merci Daniel pour cette question tout à fait pertinente, mais qui touche aussi un peu l'essence même de notre fonctionnement fédéral, en fait, en Suisse, où on n'a pas une politique industrielle au niveau national, cela étant pas relégué, mais qui est vraiment du pouvoir et de compétence aussi cantonal. Donc, d'où encore une fois cette importance de cette collaboration régionale, voire supra-régionale. On a bien à l'œil aussi ce qui se passe dans des pays voisins, comme par exemple une Autriche, qui a vu, avec tout ce bois qui venait sur le marché suite à ces grandes tempêtes en 2018 et les sécheresses, où on a obligé l'industrie du bois à acheter le bois indigène ou national pour favoriser ces chaînes finalement à l'intérieur même des pays. Il y a différentes cultures justement, des systèmes centralisés, décentralisés, il y a plein d'aspects différents. La question de changer la loi ou pas changer la loi, je voudrais bien pouvoir te donner une réponse très claire aujourd'hui puis te dire comment ce serait dans l'idéal. Mais je pense que là, on a une phase passionnante de dialogue qui commence, qui se met en place, qu'on doit pousser et favoriser pour justement répondre aux optimisations possibles tout au long de cette chaîne de la valeur ajoutée. Donc, du côté de la production de la biomasse jusqu'à l'utilisateur final, l'utilisation en cascade de tous ces matériaux pour les garder dans le cycle le plus longtemps possible, qu'ils aient un impact le plus positif sur l'environnement. Quand je parle de l'environnement, je ne parle pas que du climat, hein, je parle vraiment de l'idée d'une plus-value environnementale, le climat étant une facette très importante, mais qui est un des éléments clés, et où on va effectivement aussi améliorer toutes les possibilités entre les différentes fonctions dynamiques de séquestration, la fonction plus statique du stockage, et ensuite finalement celle des substitutions, les fameux 3S. Je crois que là, on a vraiment encore beaucoup à faire. Et last but not least, je pense que pour ma part, le malheureux résultat des votations qu'on a eues sur la loi sur le CO2 va peut-être ouvrir une fenêtre pour le secteur de la forêt et du bois, parce qu'on a quand même des buts à l'horizon 2050 d'être climatiquement, enfin carbone neutre en Suisse. Et puis, si on n'a pas une loi qui nous permet d'amener ça, il va falloir trouver par les autres différents secteurs qui peuvent apporter, livrer des réponses à ces points. Ces secteurs-là vont gagner en importance. Et je pense qu'il y a ici vraiment une opportunité qui tout à coup s'ouvre sous un autre aspect, justement pour favoriser ces fameux 3 S, la séquestration, le stockage et la substitution. Et je pense qu'il faut vraiment ici amener cette réflexion. Peut-être que là, on arrivera sur quelque chose de plus qui va dans la direction, comme Daniel Ingold vient de l'amener, de comment, au niveau national, amener finalement cette ressource noble. J'ai aussi bien noté aujourd'hui, pas une ressource industrielle, mais une ressource noble plutôt, sur je n'ai pas envie de dire l'assiette des gens, mais en tout cas sur la réflexion et l'utilisation finalement. Merci, M. Reinhardt. Est-ce que vous pourriez, dans votre conclusion maintenant, peut-être dire un mot sur j'ai fait état de la transformation industrielle et du volume important qui quitte le pays. D'ailleurs, la France est dans la même situation, où le bois est traité ailleurs, tellement plus loin, pour revenir ensuite en totalité ou en partie. Est-ce qu'il y a des démarches d'industrialisation nécessaires si nous voulons être cohérents et pouvoir véritablement travailler en circuit court? Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, peut-être, vous avez fait des projections dans le temps, et c'est indispensable, et encore, je vous remercie. Mais dans votre conclusion, pouvez-vous nous dire, est-ce que durant les 3 ans qui viennent, donc dans du court terme, la forêt suisse pourra répondre à nos besoins et peut-on continuer de promouvoir le bois comme nous le faisons, et à l'IGNOM, on promeut le bois et l'usage du bois dans la construction pour capter le carbone, etc. Mais on nous dit déjà
et j'ai déjà reçu ce genre de message, si vous réussissez à obtenir un usage du bois plus large, on n'en aura pas suffisamment en Suisse, on devra l'importer et ce sera un autogol sur le plan environnemental. Je n'accepte pas ce genre de réaction, mais tout de même, j'aimerais bien que vous nous disiez 2 mots. Dans 3 ans, comment ça se présente dans les 3 ans, puis un mot sur l'industrialisation. Et puis après, pour terminer, Philippe Nicolier pourra nous parler en 2 mots simplement des rencontrements qui auront lieu au mois de septembre. On ne peut pas les ignorer, bien entendu. À vous, M. Reinhardt. Alors, sur le point des circuits courts, je pense qu'on a une prise de conscience qui s'est faite, surtout avec Corona, hein, d'un manque de capacité industrielle dans notre pays. Je prends juste un exemple tout bête, mais ces masques, pourquoi on ne peut pas les produire nous et les avoir? Donc, cette dépendance en fait du système a été bien soulignée. Et l'avantage effectivement de maintenir sur le territoire national cette diversification qu'on prône aussi en forêt, mais aussi cette diversification des modes de production ou des types d'industrie, je pense que ceci, c'est tout à notre avantage. Et dans cet ordre d'idées-là, la réponse à donner ici, c'est sur la manière de coordonner ou de coordonner nos politiques sectorielles aussi. Nos sectorielles, quand je parle, c'est l'aménagement du territoire. Quel terrain est disponible pour qui, pour construire quel type d'industrie, par exemple. Le secteur, l'industrie du bois souffre de prix de terrain extrêmement lourds, extrêmement élevés. Donc là, c'est un point qu'on doit vraiment, à mon avis, régler aussi, qu'on ait ici une réflexion aussi au niveau du territoire, comment améliorer, optimiser tous ces aspects pour finalement limiter certains coûts qui sont à la production qui sont élevés dans notre pays. Mais là, encore une fois, c'est vraiment un travail de coordination de différentes politiques sectorielles qui doivent être mises en place. C'est un exemple. Ensuite, j'abonde aussi, effectivement, je suis aussi conscient qu'on a des maillages, des éléments qui manquent dans notre chaîne de la valeur ajoutée en Suisse. J'ai parlé aussi des produits biosourcés tout à l'heure. Quelles sont les conditions cadres qui permettent effectivement d'améliorer ces éléments-là? On doit ici aussi progresser sur cette question-là pour pouvoir avoir ces circuits courts sur notre territoire. Finalement, ce qui est mobilisable dans 3 ans, je pense que la réponse ici, elle doit être tout à fait nuancée. J'ai dit on a 10,8 millions de mètres cubes de bois qui poussent en forêt chaque année. C'est approchant aussi la consommation suisse de ce bois annuel. Maintenant, j'ai parlé du potentiel durable, utilisable, qui est à 8,2, donc on est un peu en dessous. Donc effectivement, si on considère juste ces chiffres-là, si on voudrait utiliser tout ce qu'on prend en Suisse ou bien le faire tous venir de la Suisse, on arrive dans une dégradation effectivement du système parce qu'on n'est pas dans le système justement de la durabilité pour nos forêts. Elles vont souffrir. C'est un principe de base qu'on a déjà depuis des années dans la sylviculture, en tout cas dans les pays germanophones, j'ai envie de dire, mais surtout aussi en Suisse. Et là, on arriverait à un trigger qui n'est pas bon. Par contre, j'aimerais plutôt mettre l'accent sur ces 2 à 3 millions de mètres cubes qui sont mobilisables, qu'on peut utiliser et qui ne sont pas utilisés. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions. C'est sur ce potentiel-là qu'il faut mettre l'accent, en tout cas. En tout cas, l'utiliser au maximum. Et puis, c'est quelque chose pour lequel on travaille, où on va aussi dans les 2-3 prochaines années, si vous donnez l'horizon 3 prochaines années, ou peut-être 4, où on va travailler ici sur l'élaboration aussi de stratégies aussi plus complètes. Les cantons ont aussi déjà fait des réflexions dans cette direction-là et je sais que ça part, de mon point de vue, dans une bonne direction pour cette économie forestière et du bois. Merci, M. Reinhardt. Merci à vous et à vos autres collègues qui sont intervenus ce matin. Nous allons donner une large diffusion de ce qui a été dit parce que les discussions ont été d'une densité exceptionnelle. Le message est important. Nous devons véritablement le faire passer et c'est notre rôle aux uns et aux autres et nous nous y emploierons. C'est dans le prolongement de ces manifestations que nous organisons. Et puis maintenant, alors donc, à très bientôt et à très bientôt, notamment dans le canton voisin. On pourra se déplacer jusqu'à Lausanne. Les Genevois savent le faire en bateau, à pied, sous toutes les formes. Et Philippe Nicolier va nous dire où en est la préparation des rencontrements du bois. À toi, Philippe.
Merci Claude, bonjour tout le monde. Tout d'abord, félicitations à toi Claude pour l'organisation de ces rencontres, certes par visioconférence, mais ô combien agréable et instructive. Donc après les rencontres Woodrise qui ont eu lieu en janvier-février 2019 à Genève, avec pour thème l'art et la culture, ces rencontres qui avaient été décidées tous les 2 ans font donc escale en terre vaudoise et à cette occasion-là, ont légèrement francisé leur terme. On garde bien sûr le terme rencontre qui est ô combien important. À plusieurs reprises dans cette présentation, il a été fait référence aux besoins de coordination sur la filière. C'est l'un des buts des rencontres Romans du Bois. C'est donc sur 3 jours. Un premier jour, le jeudi, consacré à l'innovation. Il y a une innovation extraordinaire dans le domaine du bois. Monsieur Reinhardt y a fait allusion, notamment du côté de la fibre. Dorénavant, on mange du bois, on a des colorants bois, on a des voitures, des carrosseries en bois, des coques de bateaux en bois, du textile en bois. On peut véritablement parler que l'un des objectifs, d'ailleurs, de la filière doit être cette substitution de tous les autres matériaux grâce au bois. Et là, il y a une journée vraiment extraordinaire pour tous ceux qui s'intéressent à ce secteur de notre filière. La deuxième journée, le vendredi, est consacrée à la construction avec en filigrane le thème du sport et des loisirs. Quelles sont les constructions en bois, les constructions d'aujourd'hui ou peut-être même plutôt de demain d'infrastructures sportives en bois. Le troisième jour est splitté en 2. Le matin est consacré à la forêt et aux différentes fonctions de la forêt. Bien sûr, je n'ai pas besoin de vous les répéter, et surtout à quelque part de la cohabitation de ces différentes fonctions. Et il va y avoir un zoom très précis sur la fonction, on va dire, loisir de la forêt, puisqu'on est dans ce thème-là, et comment faire cohabiter les différents loisirs, les loisirs équestres, le VTT, le jogging, le champignonneur, etc., etc. Tout ça, ce sera abordé le samedi matin. Le samedi, dans toute sa largeur, sera consacré à une communication grand public. Il y a été fait allusion durant cette visioconférence. On va donc inviter le grand public à venir dans les jardins de Vidi, dans les environs du siège du CIO, participer à différents sports qui seront présentés par les clubs sportifs de la région, où il y aura chaque fois quelque part des démonstrations de ces différents sports qui bien sûr utilisent le bois dans leur pratique quotidienne, et puis la possibilité d'initiation pour ce grand public. Petite précision, je crois que j'ai oublié de le dire, les conférences, les trois journées, on va dire, professionnelles, vont se dérouler au Musée olympique à Ouchy, Lausanne. Je conclue en vous disant à tous et toutes bienvenue les 7, 8 et 9 octobre prochains à Lausanne. Merci de ta communication. Bravo pour cette préparation. On sait ce que ça peut représenter de mettre un tel événement sur pied et dans les conditions que l'on connaît. Vraiment, vous avez ajouté des obstacles et bravo. Et nous serons à Lausanne à cette date-là. Eh bien, mesdames et messieurs, merci de votre participation. Pardon ? Si je peux me permettre, j'aimerais bien en profiter pour remercier l'OFEV qui est un grand soutien, l'État de Vaud est un grand soutien, l'OFEV est un grand soutien, l'État de Genève, l'IGNOM Genève aussi, donc il faut profiter qu'ils soient tous réunis là. Ernest Surcher sera aussi présent, donc pour tous vous remercier du soutien pour les rencontres romandes. Merci Daniel de le souligner, on ne fait rien tout seul. On ne fait rien tout seul, on doit absolument être rassemblés. On a nos initiatives locales, mais on doit toujours leur donner un certain rayonnement. Et le combat, c'est quand même assez fou.
qu'il ait fallu lutter autant pour qu'on découvre l'importance du bois. C'est même choquant. C'est même choquant. Ça fait combien d'années? Il se trouve que le hasard, sans parler, j'étais avec la délégation suisse en 92 à Rio, le temps passe, et ce qu'on a annoncé, ce qu'on avait l'intention de faire, Genève était la capitale mondiale de l'environnement. Et que faisons-nous dans les choses concrètes? On se promène avec le frein à main. Et tout d'un coup, on est en train de découvrir quelles sont les vertus du bois. Bien, tant mieux, on a attendu un peu trop longtemps, mais s'il peut y avoir ce changement-là, il faut y aller. Mais alors, nous, les uns et les autres, c'est le moment d'y aller véritablement à fond. Donc, il faut être rassemblés pour ça. C'est un plaisir de partager ça avec vous. À très bientôt. Bon été. Et soyez encore prudents parce que le virus n'a pas complètement disparu. Et on est quelques-uns à être vaccinés, donc les risques ont diminué. Allez, avec mes amitiés, au revoir. Et puis, merci Julien d'avoir maîtrisé la technique. Et puis ensuite, François Saint-Ouen maintenant de passer à la rédaction pour qu'on puisse diffuser les meilleurs messages. Au revoir, bon après-midi. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.